Bonsoir. Au sommaire de cette édition, fin des travaux de coordination des donateurs du projet d'interconnexion électrique CLSG. Les participants ont présenté le résultat de leur rencontre au président de la République, professeur Alpha Condé. Santé, en Guinée, 1500 nouveau-nés sont victimes de la maladie de fente labiale, une malformation congénitale mal interprétée parfois, alors que la prise en charge est gratuite. Et puis dans la rubrique en 60, nous ferons un zoom sur le processus de décentralisation en Guinée depuis l'indépendance jusqu'à l'implication directe des populations dans les affaires publiques. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue à tous. Direction le palais Sékou Touré. Le chef de l'État a présidé ce matin le conseil ordinaire des ministres. L'ordre du jour a essentiellement porté sur les dispositions relatives à la loi des finances initiale 2019. Le compte rendu du conseil avec le porte-parole du gouvernement dans ce commentaire de Bernard Tonguino. Cette session ordinaire, présidée par le chef de l'État, a permis à l'exécutif de débattre des questions d'intérêt national. Principal sujet abordé ce jeudi à Sékou Touré, les dispositions du projet de loi des finances initiales 2019. Il a indiqué que l'élaboration du projet de budget a pris en compte les contraintes essentielles suivantes. La volonté du gouvernement de préserver les équilibres macroéconomiques tels que négociés avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit. La prise en compte des recommandations du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale avec la participation des acteurs du secteur privé et de la société civile. La mise en œuvre des réformes relatives à la transparence budgétaire, la mobilisation et la sécurisation des recettes publiques, la rationalisation des dépenses et la priorisation des secteurs porteurs de croissance ainsi que des secteurs sociaux dans les interventions publiques. Le ministre a confirmé que les projections budgétaires 2019 sont établies sur les hypothèses réalistes suivantes. Un taux de croissance du produit intérieur brut de 5,9%, un taux d'inflation en moyenne annuelle de 8%, un taux de change de 9 824 francs guinéens pour $1 US et un taux de pression fiscale de 13,7% du produit intérieur brut. Dans sa présentation, le ministre du Budget a rappelé quelques instructions du Conseil des ministres portant réaménagement du projet de loi des finances 2019. Le ministre a confirmé les chiffres clés du projet de budget qui se présente comme suit. Total recettes et dons, 19 078 milliards de francs guinéens. Total dépenses budget de l'État, 22 066 milliards de francs guinéens. Solde budgétaire, 2 981 milliards de francs guinéens. Ressources de financement, 5 043 milliards de francs guinéens. Et charges de financement, 2 062 milliards de francs guinéens. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur les points suivants. La priorisation des projets inscrits au PNDES, la prise en compte des contreparties financières dans les projets financés par les partenaires de développement, ainsi que la réaffirmation de la priorité accordée au ministère à la dimension sociale ainsi qu'au département régalien. Au terme des débats, le Conseil s'est félicité, entre autres mesures, de l'ouverture d'une ligne budgétaire de 5 milliards de francs guinéens dédiée au financement du procès du 28 septembre, ainsi que de la dotation d'une autre ligne budgétaire destinée à l'organisation des procès relatifs aux délinquants accusés de crimes organisés. Des dispositions et des mesures pertinentes ont été envisagées pour qualifier la gestion budgétaire, rationaliser les dépenses publiques, promouvoir les recettes fiscales, parafiscales et administratives dans le but d'augmenter les revenus publics tout en réduisant le train de vie de l'État.
Restons dans les locaux de Sectouréa où le président de la République a reçu en audience les participants aux travaux de coordination des donateurs du projet d'interconnexion électrique CLSG. Venus de la Côte d'Ivoire, de Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, ces experts ont fait le compte-rendu de leurs travaux au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Le projet d'interconnexion Guinée-Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria. Les responsables en charge de ce projet énergétique qui couvre ces 4 pays de l'Afrique de l'Ouest arrivent au palais Sékou Touréa. Objectif, faire le point sur les avancées des travaux de ce projet d'interconnexion au professeur Alpha Condé. Ce projet donc, va permettre de raccorder tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et donc d'échanger d'énergie et donc renforcer donc, le positionnement de nos différents pays, notamment donc, celle de la Guinée dans le système d'échange. Et nous avons pu rendre compte de la teneur de nos séances de travail avec le chef de l'État. C'était déjà donc d'informer que les travaux avançaient bien, que la mise en service est programmée pour fin 2019 jusqu'à la fin du premier trimestre 2020 et que grâce à ce projet-là, le poste de Zérékoré pourrait être mis en service, en tout cas dès cette période, et pour alimenter donc les différentes régions de la Guinée forestière. Nous avons aussi noté les avancées tant pour le recrutement du personnel en fait qui va faire. Donc c'est l'exploitation, c'est des jeunes cadres de nos pays qui vont être recrutés dès l'année prochaine pour pouvoir être formés, pour être prêts donc à exploiter ces postes et ces lignes qui vont être construites. Le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique, visiblement satisfait, rassure. Le président de la République vient de démontrer encore que l'énergie est au cœur du développement, pas seulement de la Guinée, mais de la sous-région également. Produire, transporter, distribuer, voilà l'objectif à atteindre. Donc la ligne d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée a un double avantage pour la Guinée. En cas de nécessité, acheter l'énergie à partir des autres pays ou vendre l'énergie aux autres pays. Donc la Guinée a aussi l'avantage, il y a 2 arrivées, 2 points de pénétration sur le territoire guinéen. C'est Zérékoré, à partir de Yekepa qui est au Libéria, et c'est l'Insan à partir de Kamakoué, Madinaoula, l'Insan. Donc il y a des projets d'interconnexion interne d'Insan-Foumi pour que l'énergie du complexe Kaleta-Swapiti puisse être drainée vers la Haute-Guinée et s'interconnecter avec le projet Guinée-Mali qui partira à partir du poste CLSG de Zérékoré. Donc c'est tout un programme, c'est tout un schéma directeur avec une vision claire et précise et des instructions que le président de la République nous a données en tant que champion de l'électrification de toute l'Afrique à cause du leadership, à cause de tous les efforts qui ont été déployés. Donc un grand challenge, un grand départ par rapport au projet énergie de l'OMVG, la boucle de l'OMVG, qui aussi va arriver à l'INSAN et qui va se retrouver interconnecté avec la ligne CLSG aussi. Donc avec plusieurs départs à travers le pays, permettre donc à la Guinée forestière et la Haute-Guinée d'être électrifiées et à partir de Zérékoré aussi électrifier le sud-est, voire jusqu'à l'est, à Farana, jusqu'à Lissa. Donc une boucle qu'on appelle à l'intérieur la boucle de Guinée. Donc c'est tout un programme et aujourd'hui le président de la République vient de donner des encouragements à toute l'équipe qui se trouve avec nous ici, qui œuvre avec la plus grande rigueur et la vigueur pour pouvoir très rapidement réussir ce projet et le réaliser dans le délai comme le président du conseil d'administration vient de le dire. Donc 2019, rendez-vous est pris pour l'électrification de Zérékoré, mais ce n'est pas Zérékoré seulement, il y aura des départs pour Lola, des départs également pour Yomou. Donc c'est tout un programme. Nous demandons le soutien des populations où cette ligne passera, leur soutien pour pouvoir nous permettre de réaliser ce projet-là. Et toutes les indemnisations seront faites, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça.
Toutes ces actions dénotent de la volonté du président de la République, Professeur Alpha Condé, à faire en sorte que les villes du pays bénéficient du courant électrique pour répondre aux attentes de tous les citoyens. Le chef de l'État qui a présidé également ce jeudi la cérémonie funèbre de l'honorable Abdoulaye Sylla, député uninominal de l'UFR à Boké. Le défunt est décédé des suites d'une courte maladie à l'hôpital sino-guinéen. Un dernier hommage lui a été rendu aujourd'hui avant de regagner sa dernière demeure à Boké. Sanassi Keita. Nombreuses sont les personnalités du pays qui se sont donné rendez-vous ici au Palais du Peuple ce jeudi 18 octobre 2018. Et pour cause, prendre part à la cérémonie funèbre de l'honorable Abdoulaye Sylla, qui était jusqu'ici député uninominal de l'UFR, Union des forces républicaines de Boké à l'Assemblée nationale. Le président de la République est là pour rendre un dernier hommage à cet élu du peuple qui s'est toujours battu pour le développement de son pays. Ses collaborateurs à l'Assemblée nationale se souviennent encore de lui. Hier, nous avons ensemble fait tant de choses, travaux quotidiens, projets, partagés ensemble, soucis et espoirs. Et voilà que maintenant tu nous quittes, laissant derrière toi les souvenirs de nos moments forts. Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu partager ensemble. Mais hélas, le destin est inévitable. Le temps semble s'arrêter pour toi aujourd'hui et nous n'aurons plus l'occasion de réaliser ensemble ce que tu espérais. Mohamed Salematou Sylla est le fils aîné de l'honorable Abdoulaye Sylla. Sous le choc de la disparition de son papa, son message reste pathétique. Je demanderai à l'ensemble des députés de ne pas nous oublier. De ne pas nous oublier. Pratiquement les funérailles, si l'enterrement est achevé, chacun se retourne chez lui et chacun s'occupe de ses enfants. Qui va s'occuper de nous? Qui va nous aider? Le représentant de la famille éplorée témoigne. À ces douloureuses circonstances, pleines de compassion et d'amertume, la famille éplorée, les amis, les alliés, les parents, les sympathisants remercient vivement tout ce grand monde venu de toutes parts et d'ailleurs pour assister à ce grand symposium qui nous réunit tous. L'honorable Abdoulaye Sylla, professeur, animateur pédagogique de français, est né en 1947 à Sarabaya, dans la sous-préfecture de Kolaboni. Il sera inhumé ce vendredi 19 octobre 2018 dans son village natal, après la prière de 14 heures. Paix à l'âme de l'illustre disparu. De son côté, le Premier ministre, chef de gouvernement, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans la maison mortuaire des victimes du drame de Bessia Port 1. Dr Ibrahima Kassory Fofana est allé présenter les condoléances du chef de l'État et du peuple de Guinée aux familles éplorées. 3 morts, c'est le bilan de ce drame survenu hier suite à la chute d'un tronc d'arbre. Compte rendu, Ousmane Bangora, bureau de presse de la primature. C'est ici, au quartier Bessia Port 1, anciennement appelé Bongolon, dans la commune de Matoto, que 3 personnes, dont une fille, ont perdu leur vie, suite à l'effondrement d'une branche de ce fromager vieux de plus d'un siècle. Le gouvernement guinéen, très affligé, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à la maison mortière pour présenter les condoléances du chef de l'État et du peuple de Guinée aux familles éplorées. C'est la compassion et la solidarité à la famille en ces heures difficiles. C'est l'appel à la prudence. Et c'est très triste ce que nous venons de vivre. Par cette mobilisation, le gouvernement apporte un soutien moral et financier pour consoler les parents,
amis, collaborateurs et proches des victimes. Ce geste est hautement apprécié par l'imam ratib de Bessia Port 1, El Hadj Mohamed Lamine Souare. Auparavant, la délégation conduite par le chef du gouvernement était venue à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, où se trouve le corps d'El Hadj Kadiata Mamadi Kaba, décédé ce jeudi des suites d'une courte maladie. El Hadj Kadiata Mamadi Kaba était jusqu'ici secrétaire général du ministère des Travaux publics. Autre fait d'actualité, appui au développement communautaire, la société Bel Air Mining vole au secours des populations de Bofa. Elle vient de procéder à la remise d'un lot d'infrastructures communautaires composées de salles de classe et de postes de santé. Par ce geste, la société tente de se rapprocher davantage des communautés impactées par ces activités minières. Compte rendu Valérie Talimane. Des pas de danse pour magnifier leur joie sur une longue file d'attente à l'égard de Bel Air Mining. Les infrastructures sanitaires et scolaires ont tout le temps été les principaux besoins d'urgence pour ces communautés. La réalisation de ces infrastructures sociales marque ainsi une nouvelle ère de collaboration entre les populations et Bel Air Mining. Ces infrastructures que vous voyez aujourd'hui sont le fruit de cette bonne volonté de la société de démontrer à la population qu'elle est là, non pas pour, disons, leur porter dommage, mais au contraire, qu'en se donnant la main, ils peuvent aider à améliorer les conditions de vie des populations. Notre leitmotiv va consister à préserver les acquis que nous avons pour qu'on puisse en faire bon usage et très longtemps. Ce qu'il nous faut en appui de ces infrastructures, c'est l'eau et les latrines pour les résidents de ces infrastructures, les bénéficiaires de ces infrastructures. Donc nous allons, en tant qu'autorité locale, chercher à préserver la paix, qui est le leitmotiv de tout développement à la base. Nous sommes le garant de cette paix-là, nous allons nous employer dans ce sens. 3 salles de classe, 3 postes de santé et une maternité viennent d'être réalisés et équipés pour ces communautés. Le coût de construction et d'équipement des édifices s'élève à près de 2 milliards de francs guinéens entièrement financés par la société grâce à l'accompagnement technique de l'AGREM, appui à la gouvernance des redevances minières. Alors on sort d'une période de construction qui a duré à peu près 18 mois et au cours de cette période de construction on a pris une série d'engagements, soit en réponse à des demandes qui venaient de la communauté par rapport à du développement d'infrastructures, soit afin de nous excuser pour des petits désagréments qui étaient liés à l'installation du chantier et la réalisation des infrastructures nécessaires au démarrage de la production. Et donc c'est dans ce cadre-là que sur une base volontaire, Alufer s'est engagé à financer une série d'infrastructures dans les localités qui sont concernées par le projet. Ces différentes réalisations sont exécutées suivant le cadre du plan de gestion environnementale et sociale de Bel Air, entré en phase de production depuis le 3 août dernier. Bel Air tient au respect de ses engagements à travers le Fonds de développement local, FODEL. Protection de l'écosystème, un nouveau code validé 30 ans depuis son adoption. Le code de l'environnement qui était jusque-là en vigueur était caduc et ne répondait plus aux préoccupations et défis actuels. Il vient d'être actualisé et adapté aux réalités environnementales. Explication, Mohamed Alpha Baldi. Depuis plus de 3 décennies, le code de l'environnement guinéen n'a connu aucune modification alors que les défis environnementaux sont en perpétuelle métamorphose. Pour renforcer la lutte contre les formes de dégradation des écosystèmes, les mesures correctives et de dissuasion contre la criminalité faunique par exemple, un nouveau code de plus d'une centaine de pages est élaboré. Il est validé par le département en charge des ressources naturelles et ses partenaires comme le PNUD. L'équipe de consultants qui a été engagée avec les acteurs nationaux au niveau du ministère de l'Environnement ont pris la responsabilité de formuler des textes d'application de ce code de l'environnement, qui va donc permettre aux acteurs sur le terrain de connaître
les interventions qui sont en mesure d'être réalisées de manière à créer une adéquation entre les engagements pris par la Guinée au niveau international et les réalités opérationnelles au niveau du pays. Le nouveau code validé permet aussi à la Guinée d'honorer ses engagements internationaux. Le pays est signataire de plusieurs conventions internationales, mais faute de textes actualisés, l'application des mesures est rarement effective sur le terrain. Il faut aujourd'hui, compte tenu de toute l'évolution actuelle des enjeux mondiaux de la gouvernance de l'environnement, réadapter le code, le réviser pour mettre la Guinée en phase avec les principaux enjeux de l'environnement. La Guinée a participé à tous les processus mondiaux, Rio, à toutes les COP, et la Guinée est signataire de presque toutes les conventions mondiales sur l'environnement. Il fallait donc corriger un peu ce décalage entre la situation actuelle et le code de 87 qui ne prenait plus en compte véritablement les enjeux. D'abord, il faudrait remonter au code de l'environnement qui est déjà en vigueur, qui a été adopté depuis le 28 mai 1987. Pendant ce temps, il y a eu déjà du chemin, parce que depuis lors, il y a de nouvelles conventions internationales qui ont été adoptées au niveau mondial, notamment le principe pollueur-payeur, le principe de précaution, le principe de protection, le principe de la préservation, le principe du développement durable. Et rien de ces principes-là ne fait partie du Code de l'environnement actuel. Pour une pleine application de la nouvelle législation, les responsables environnementaux projettent une large diffusion du document à l'intérieur du pays et dans les langues locales. Ainsi, la Guinée pourrait améliorer la lutte contre la dégradation de l'environnement en impliquant toutes les couches de la société. Toujours dans la protection de l'environnement et plus spécifiquement pour l'aménagement des zones humides, là aussi une nouvelle politique vient d'être élaborée. Elle permettra non seulement la mise en place d'un système de surveillance environnementale, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des écosystèmes. Ousmane Ba nous en dit plus. Gestion durable des zones humides, une nouvelle approche pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest. Un projet conçu pour répondre aux besoins en matière de services liés à l'eau, aux ressources naturelles, aux zones marines et côtières. Ici, les cadres du département de l'environnement, des eaux et forêts et les structures à la base s'approprient le contenu du projet. La section guinéenne de ce projet concerne 2 aires protégées, à savoir le site Ramsar de Kapachev, les îles de Los. Vous comprenez donc toute l'importance de ce projet pour mon département, sachant que 40% de la population guinéenne réside en zone littorale, et lorsque les besoins en produits alimentaires de 70% de nos citoyens sont satisfaits à partir des ressources de la zone maritime côtière. Une telle pression énorme n'est pas sans conséquences négatives sur les zones et à cet effet, la mise en œuvre d'une gestion durable est un passage obligé pour assurer leur conservation. Ce projet permettra la mise en place d'un système de surveillance environnementale. L'objectif est de fournir aux bénéficiaires des produits et services de qualité à travers leurs activités telles que le suivi de la dynamique des eaux de surface ou la qualité de l'eau. L'objectif de ce projet, c'est de développer ce qu'on appelle un observatoire par la mise en place d'un géoportail dans lequel on diffuse des produits et services sur les zones humides. Il y en a 2 par pays, il y a 8 pays au total dans le consortium, dont la Guinée. Et à travers ce géoportail, évidemment, on essaie de toucher les besoins des populations, des services techniques, ce qu'on appelle grosso modo des utilisateurs finaux. Nous prévoyons des études de caractérisation biophysique et socio-économique des zones, parce que nous voulons d'abord connaître les zones avant d'entreprendre quoi que ce soit dans ces zones-là.
Donc il faut faire une cartographie d'occupation des sols, il faut faire des inventaires pour connaître les ressources qui existent, il faut connaître les quantités de ressources qui existent, la répartition de ces ressources dans l'espace. Une cartographie des zones d'intervention sera établie pour faciliter les opérations. Les données géospatiales seraient une valeur ajoutée dans l'amélioration des connaissances pour un meilleur suivi et une gestion rationnelle des zones humides. Deuxième grand titre de ce journal, actualité sanitaire. Selon les statistiques du département de la santé, 1500 nouveau-nés sont victimes d'une fente labiale ou la maladie du bec de lièvre. Une malformation congénitale interprétée de diverses façons dans nos sociétés. Pourtant, cette pathologie peut être bel et bien prise en charge gratuitement. Reportage Hadiatou Bari. Malgré la présence du navire hôpital Merci Chips, le service de la chirurgie réparatrice ne désemplit pas. Ici, des parents préoccupés par les fentes labiopalatines et fentes labiales de leurs enfants viennent en urgence. Victimes de malformations congénitales, la plupart des nouveau-nés ont du mal à s'alimenter correctement. Conséquence, une malnutrition aiguë et la crise de l'anémie. Il y a des enfants aussi des fois qui viennent dans des états où ils sont en manque de poids. Ils ont d'autres problèmes, donc on les oriente vers les pédiatres parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les pédiatres qui revoient ces enfants, qui les mettent dans de bonnes conditions cliniques avant qu'ils ne soient opérés aussi. Les médecins disent que ma fille peut subir une opération pour la débarrasser de sa fente, donc j'ai l'espoir. La réparation de cette fente labiale se fait par une chirurgie appelée chéloplastie. Dans ce bloc opératoire, tout commence par la phase préopératoire, une étape cruciale pour la réussite de l'intervention chirurgicale. Dans la prise de la voie veineuse, il y a des médicaments qu'on donne. On fait une antibioprophylaxie, ça consiste à donner de l'antibiotique. On fait une analgésie préopératoire qui va lui consister pendant l'intervention de ne pas avoir mal et quelques heures après l'intervention. Donc après cette phase, on peut faire une induction en IV, ça consiste à l'endormir, c'est notre produit, comme on peut faire une induction par l'allotane. Moins complexe, la chirurgie réparatrice de cette première patiente ne dure que 30 minutes. Quant à la fente vélo-palatine, elle est plus contraignante, soit plus d'une heure d'intervention. La délicatesse de l'opération nécessite l'utilisation des instruments chirurgicaux spécifiques comme l'ouvre-bouche. Dans la bouche, l'accès est difficile. Vous avez vu, on a un appareil spécial qu'on met dans la bouche pour l'ouvrir et avoir accès. Et ce n'est que 2 doigts qui peuvent y travailler. Donc c'est comme un travail de mineur. Il faut aller dans les profondeurs et disséquer des structures qui sont importantes dans l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire il faut reconstituer les muscles de la luette qui permettent non seulement qui interviennent dans la digestion, mais aussi qui interviennent dans le langage parlé. Et si la luette n'est pas bien reconstituée, l'enfant ne pourra pas parler correctement. L'expérience de l'équipe de Dr Mamadou Karamba permet de minimiser les risques de complications de la chirurgie réparatrice telles que l'hémorragie. La meilleure voie d'une cicatrisation rapide des plaies est explorée avant la phase de réhabilitation du langage parlé. Je parlais de l'orthophonie. Nous en cherchons ici en Guinée. Parce que vous voyez, la petite fille qui a été opérée, elle ne s'exprime pas bien. Mais comment est-ce qu'on fera après pour qu'elle s'exprime? Il faudrait qu'on lance encore un appel, s'il y a un autre orthophoniste, qu'il se présente et on pourra faire un partenariat avec lui. À Dixine, nous sommes reçus par le père d'Oma Bangoura, dont la fente labiale relève du passé grâce à la chirurgie réparatrice plastique gratuite. Revigorée, la fillette de 2 ans joue et danse avec ses amis sous le regard affectueux de ses parents. Elle et son frère ont été longtemps stigmatisés à cause de leur fente labiale. Quand ma fille est née, l'on disait qu'elle n'est pas un être humain. Mais aujourd'hui, après l'opération, on réalise qu'elle est bien portante et on ne la cache plus à la maison pour la malformation qu'elle avait. À l'image de Mabangoura, ils sont à ce jour plus de 300 personnes à sortir des griffes de la stigmatisation due aux fentes labiales. Smile Train
assure le volet financier de la chirurgie réparatrice qui permet aux patients de bénéficier des soins gratuits en Guinée. Merci Radiatou pour ce reportage. Pour boucler cette édition, place à la rubrique en sous-centre de l'indépendance nationale. Nous revenons ce soir sur la genèse du processus de décentralisation en Guinée, ce long processus qui a permis aux populations de se sentir concernées dans la gestion des affaires publiques. C'est un grand format réalisé par Mohamed Lamine Camara. Suivez. Nous faisons le choix d'une société fondée sur les solidarités naturelles mises au service du développement. Renforcer ces solidarités naturelles, là où elles existent encore, c'est l'objet de la décentralisation. Cet extrait du discours-programme du 22 décembre 1985 marque le début de la politique de décentralisation en Guinée. Le programme doit rendre les collectivités locales de plus en plus responsables de leur devenir. Les bases d'une démocratie pluraliste et participative sont lancées. Pour y arriver, un secrétariat d'État chargé de la décentralisation est créé. Son rôle est d'élaborer des textes relatifs aux collectivités locales. La décentralisation pendant la période libérale, il s'agit de transférer le pouvoir de l'État vers les collectivités locales. Donc le premier travail que nous avions à faire, c'était d'informer les populations. Ensuite, essayer de créer des collectivités locales. On a commencé par les districts, les quartiers, et c'est beaucoup plus tard que la commune est arrivée. Vous savez, des expériences comme ça, il y a ce que j'appellerais une dynamique un peu lente, mais quand même soutenue. Et c'est ainsi que les 5 premières années, on a sillonné tout le pays, toutes les sous-préfectures de la République. On a discuté avec les populations. Dès qu'on a mis les premières collectivités en place, on a tout de suite transféré l'état civil. Avec la décentralisation, la base, c'est l'élection. C'est-à-dire tous ceux qui sont responsables de la décentralisation doivent être des élus. Ce sont des élus au suffrage universel. Il n'y avait pas de constitution et on était obligé de nous débrouiller pour avoir des textes permettant justement de faire des élections. Les collectivités décentralisées sont aussi mises en place. Un seul niveau des collectivités est institué avec une distinction entre les communes urbaines et les communautés rurales de développement CRD, mais aux attributions identiques. En 1991, les premiers maires sont élus malgré les moyens dérisoires des conseillers communaux. Certains d'entre eux vont se tirer d'affaire. C'est le cas de la mairie de Matam. Plusieurs actions de développement socio-économique de base sont réussies. Depuis 1991, la gestion de la commune jusqu'à maintenant a été dominée par les 2 femmes, puisque Feu Mohamed Diaby a connu un court passage à la tête de cette commune. Donc en ce qui concerne les réalisations de Mme Rougui Bari, c'était une femme battante qui a beaucoup travaillé dans le cadre de l'assainissement, mais les réalisations les plus connues furent les échangeurs de bovins et les statues, la statue de Almami Samor Touré, le héros Almami Samor Touré, qui est, disons, à Mossoudou. Le siège de l'administration communale, c'est Mme Ayanen Touré qui a travaillé dessus. Mais le problème, en ce qui concerne la gestion communale, c'est que les moyens ne suivent pas la décentralisation. En 2006, le premier code des collectivités locales est adopté. Ce document juridique insuffle une nouvelle dynamique au processus de décentralisation. Les municipalités bénéficient d'une large autonomie financière et le code des collectivités leur reconnaît de larges prérogatives. En attendant le transfert des 32 compétences, des programmes de type appui aux communautés villageoises PACV, développement local PDLG et tant d'autres voient le jour. Ils aident les 342 collectivités locales du pays à se doter d'infrastructures de base. Le PACV, à terme d'infrastructures, a couvert toutes les communes rurales de Guinée. Au moins chaque commune rurale de Guinée a réalisé au moins 3 micro-projets avec le PACV.
Opérationnalisation de la décentralisation, ça va au-delà de la réalisation des différents micro-projets. C'est aussi tout un programme de renforcement des capacités des élus locaux et des acteurs locaux à la base. Pour consolider le système de gestion décentralisé et coordonner les appuis des partenaires, la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local est élaborée. Il prépare le lancement de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, du Fonds national de développement local et le programme national des communes de convergence. Il vous souviendra que ce programme de très grande envergure a pratiquement couvert le pays entier à travers des fourrages, à travers des pistes, à travers des aménagements de bas-fonds hydro-agricoles, à travers des constructions, n'est-ce pas, d'infrastructures sociales de base, les écoles, les centres de santé. Nous avons le PNAC, le programme national d'appui aux communes de convergence. Il s'agit donc que tous les intervenants, chacun dans le secteur qui est le sien, mais viennent le mettre comme un paquet complémentaire des autres paquets venant des autres départements, venant des autres secteurs. On prend une commune X qui a besoin d'un centre de santé moderne. Au lieu qu'ils aillent séparément dans des centres, chacun vient le concentrer en un point donné, en une commune donnée. Et ensuite, de commune en commune, la couverture totale est faite. Voilà la convergence. Le programme national des communes de convergence est en phase d'expérimentation dans 40 communes pilotes. Il envisage le transfert de 14 compétences aux collectivités locales. Nous, il s'agit de faire en sorte que, autour des 14 compétences qui ont été transférées aux collectivités, que nous puissions être aux côtés du gouvernement, des décideurs publics, des élus locaux et des populations pour que ce transfert puisse être un transfert effectif, mais qui se matérialise également par le plein épanouissement de l'ensemble des droits à la santé, des droits à l'éducation, des droits à l'eau potable, des droits à un environnement protecteur et des droits à un développement qui puisse être endogène et au service des populations. Farmoria, dans Forêt-Caria, la commune pilote en matière de décentralisation est en marge du nouveau processus d'essai. Aujourd'hui encore, le bilan de son expérience n'est toujours pas diffusé. Les défis ici sont les mêmes qu'ailleurs dans le reste du pays. Force est de reconnaître que la politique de décentralisation est une longue construction en Guinée. Le pays a servi de modèle à d'autres dans la sous-région. Mais en termes d'impact dans le développement des collectivités, il y a encore du chemin à faire. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Un grand merci à vous pour votre fidélité à la télévision nationale. Merci également à toutes ces équipes techniques qui m'ont accompagné cette semaine. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Passez un bon début de week-end et à bientôt.